Ne venez pas. Je ne sais pas. Et aujourd'hui, donc je vais faire. Tant pis, on continue. Non, mais ça sera un petit peu ennuyeux. De continuer, ça ne donne pas l'élan. C'est quelque chose. Crise cardiaque, Oui, mais la nuit du réveillon. Il était avec plus gros que Godard. ça, oui, c'est ça. Avec Godard. Pourquoi tu montres ça? Bah parce que c'est un article du Monde. L'article du Monde. C'est lui qui a réalisé Neige avec Juliette Berthaud. Ah, qui c'est qui le connaissait bien? C'était Souzy. Souzy le connaissait. Qui est mort, réalisateur et acteur, mais j'étais surtout directeur du... Il était maître de conférence à Paris. c'est ça, de l'UER. C'est le groupe Dziga Vertov, dont fera d'ailleurs aussi partie Jean-Henri Roger, c'était lui. Entrant avec armes et bagages révolutionnaires dans la vie du couple formé par Jean-Luc Godard et Anne Waziemski. Il collabore avec le cinéaste sur British Sound. Qui c'est qui a vu ce film? En Angleterre. Ah. Et Pravda, en Tchécoslovaquie, ça non plus, j'ai jamais vu de film de Godard appelé Pravda. Ce ne sont évidemment pas les films les plus connus de Jean-Luc Godard, et pour cause, oui, d'ailleurs. Donc ils ne sont pas connus. C'est une commande de la télévision britannique en guise de portrait contemporain de la Grande-Bretagne. British Sound est aussitôt refusé par la télévision. Ah, c'est ça, donc ça n'a même pas joué. Quant à Pravda, il atteste de l'incompréhension profonde des jeunes révolutionnaires occidentaux et anti-révisionnistes envers la situation des pays du bloc soviétique. Il faut savoir ce que c'est. Engagé après le compagnonnage avec Godard dans le collectif militant Ciné-Lutte, là aussi, voilà des choses qui sont des corpuscules ou des groupuscules, plutôt, qui sont également des corpuscules, des groupuscules totalement inconnus. Ciné-Lutte. Si, c'était très connu, Ciné-Lutte. Ah, tu le connais, toi? Remarque, je dois dire, sans que tu es obligé, ça se fait pas. Et les autres, c'était, comme ça donnera rien, les autres, c'était British. British Sound. British Sound. C'est ça. Et l'autre, c'était Pravda. Qui, comme je vous le dis, a été le président du comité ou le directeur de l'UER des arts et cinéma. Amoureux de cinéma, Jean-Henri Roger n'avait en réalité pas la prétention de le servir mieux devant que derrière la scène, qu'il fut un acteur opiniâtre et enjoué de sa transmission et de son illustration. Maître de conférence en cinéma, ah c'est ça, à Paris 8. Auteur d'apparitions amicales chez Jean-Luc Godard, dans Éloge de l'amour. Hyperactif dans son grand nombre d'organisations professionnelles.
Société des réalisateurs de films, agence du cinéma indépendant. Peut-être c'est bien lui alors. Donc, à moins que ce ne soit pas celui que je connaisse, mais si, quand même. Agence du cinéma indépendant pour sa diffusion. Bureau de liaison des organisations du cinéma. Plusieurs dizaines de réalisations ont signé un hommage publié notamment sur Le Monde, FR, etc., qui incarnait ce que la gauche française a de meilleur et s'est constamment battu pour que les films ne deviennent pas de simples produits de consommation, a servi à la logique de la rentabilité. Bon, il n'y a pas grand-chose dedans. Il était né en 1949. Et donc il est mort d'une attaque cardiaque à 63 ans. Au moment du réveillon. Dans les côtes d'Armor de Bretagne. Il était très connu, puisque c'est Souzy qui m'avait envoyé un mot là-dessus, mais je pense bien que je le connais, mais il était plus gros, peut-être qu'il avait grossi, c'est déjà. Attendez, là-dessus, donc je vais continuer quelques petites notations, comme j'avais dit, et qui peuvent être intéressantes pour la précision de cette fameuse formule de l'empirisme transcendantal qui est loin d'être épuisé. Et ensuite, comme ça sera assez bref ce que j'ai à dire, mais je tiendrai à le dire de façon à préciser les idées, sans être exhaustif toutefois, je donnerai la parole aussi à Christian Dutheil, à propos d'un sujet qui est connexe, qui n'est pas exactement du même ordre, mais qui est quand même connexe, et qui concerne Michel Foucault, et qui concerne les recherches de Dutheil en particulier sur le reportage ou sur le journalisme d'idées. Alors, la dernière fois, on n'avait pas fait circuler, c'était là où il y avait le plus de monde, et par un fait exprès, on n'avait pas fait circuler ce cahier parce qu'il avait été accaparé un certain nombre d'occurrences parce qu'elle parcourt sous le titre de cet empirisme transcendantal, elle parcourt l'ensemble de l'œuvre de Deleuze à partir de son étude sur Proust, et peut-être d'ailleurs est-ce dans la base, est-ce chez Proust qu'elle trouve la base et la richesse concrète de son illustration à travers Proust et les signes et les différentes versions que Proust a donné, qu'il a donné de ce Proust en 1964 et en 1973, en parcourant en quelque sorte toutes les voies qui l'ont conduite qui ont conduit Deleuze, j'entends, depuis son étude sur l'empirisme de Hume jusqu'à l'anti-Oedipe et son alliance avec Guattari et sa manière d'introduire un concept tout à fait déterminant qui est celui de transversalité, c'est-à-dire qui détruit les barrières entre les différentes disciplines et les différents domaines et établit des ponts qu'il appelle des contacts, des rencontres à l'intérieur de l'hétérogène.
Tout cela est intéressant, ça resterait un petit peu à l'état de mots si l'on reprenait peut-être plus simplement le problème autour de la formule. Et en fait, cette formule est un petit peu du genre des formules que l'on appelle inépuisables, empirisme transcendantal, qui fait penser un peu à une autre formule. Il y a aussi quelques formules qui sont inépuisables, c'est-à-dire dont on ne peut pas se vanter de les avoir analysées et comprises en une seule fois dans l'histoire de la philosophie. Entre elles, je pensais à la formule platonicienne qui n'est pas la même, c'est-à-dire qui effectivement n'est pas est évoquée à partir d'empirisme transcendantal. Ça ne veut pas dire qu'elle explique l'empirisme transcendantal, mais si je la prends, c'est que je la prends comme une formule qui ouvre la réflexion, qui donne à penser, là encore, là chez Kant, on trouve également une formule aussi autour de son analyse de l'idée. Or, on pourrait dire que l'empirisme transcendantal fait partie de ces formules. Alors on dit empirisme transcendantal, il faut les écrire. La formule grecque, là, il faut que je l'écrive en grec, parce que elle n'est compréhensible que dans cette langue, bien qu'elle soit traduisible. C'est le au-delà de l'essence de Platon, qui est le fameux, il faut que je l'écrive, Epeikalinates Ousias, qui se trouve dans la République, au livre 7 de la République, exactement 509D, je crois, qui est la pagination courante dans les références de la République de Platon. Et ainsi d'ailleurs, peut-être que chez Kant, ce que je viens de dire, ce qu'il appelle une idée, c'est ça, une idée de l'imagination, qui est une idée, dit-il, qui donne à penser. Alors, donner à penser, c'est-à-dire, c'est une idée qui ne correspond pas à quelque chose d'exactement représentable, mais donner à penser de Kant, c'est ça, une idée d'imagination. C'est une idée qui donne à penser. Alors, c'est ça. Alors, donner à penser, c'est un petit peu ce que je veux dire lorsque je dis que l'on n'a pas épuisé peut-être en une seule séance la signification de ces mots qui sont réduits en des formules, ce qui ne veut pas dire que la philosophie se réduise uniquement en des formules, comme si c'était des formules magiques, mais justement cela donne à penser, c'est-à-dire qu'il faut savoir un petit peu ce que cela signifie. Alors, je me cantonne dans l'empirisme transcendantal et sa relation avec le transcendantalisme. En fait, dans l'analyse d'Anne Sauvagnargues, je vous avais fait remarquer que d'une façon un petit peu étonnante, il n'y avait pas de référence
de la pensée de Deleuze au transcendantalisme d'Emerson. Mais que la référence était exclusivement à la pensée de Kant. Ce mot de transcendantal, ce qui est un peu curieux, compréhensible toutefois, parce que la notion de transcendantal chez Kant est une notion qui a été utilisée par ce que l'on appelle l'héritage kantien, les post-kantiens. Elle a été utilisée par Fichte en particulier, par Schelling, comme étant une notion qui allait pouvoir être portée au-delà de la limitation qu'elle avait chez Kant. Chez Kant, elle a une limitation assez stricte et se cantonne dans les bornes d'une critique de la connaissance, en laissant précisément au-delà d'elle quelque chose que Kant considère comme étant du domaine de l'inconnaissable et qui est la chose en soi. La différence établie par Kant entre les phénomènes et les noumènes fait qu'il y a un domaine qui appartient à la connaissance, qui est celui des noumènes. Un autre domaine appartient au domaine de la pensée, c'est-à-dire qu'on peut le penser, mais on ne peut pas strictement le connaître. Et c'est ce domaine qui est au-delà, c'est-à-dire ce domaine de la chose en soi, ce domaine de la pensée, auquel les post-kantiens ont voulu appliquer la méthode kantienne, c'est-à-dire en méconnaissant en quelque sorte peut-être la différence qu'il y a entre le phénomène et le noumène, et en portant la possibilité de la connaissance au-delà des limites dans lesquelles Kant voulait l'enfermer. Donc il y a effectivement quelque chose qui est entre le transcendantalisme et des post-kantiens et la pensée de Kant, une différence qui peut-être empêche Sauvagnargues de faire appel à cette possibilité d'une inspiration deleuzienne en limitant, en appliquant l'interprétation d'empirisme transcendantal au domaine dans lequel Kant a voulu le borner. Cela est à la fois vrai et peut-être contestable d'ailleurs, parce qu'il me semble que l'usage que Deleuze fait de l'empirisme transcendantal est à la fois inspiré dans ces termes, c'est certain, de Kant, mais à la fois aussi est inspiré de quelque chose qui le déborde et qui va tout à fait dans le sens de cette non pas élimination de la chose en soi, mais si l'on veut, élimination tout au moins de son inconnaissabilité, c'est-à-dire le sens de la suppression de cette barrière infranchissable qui existerait entre la chose en soi et le phénomène. La pensée de Kant, la pensée de Deleuze, veux-je dire, s'inspirant d'ailleurs moins de Kant que des philosophies qui n'établissent pas cette différence entre chose en soi et phénomène comme la philosophie de Spinoza, fait que d'une façon qui est empruntée mais greffée sur l'un et sur l'autre, qui mélange ou traverse justement en appliquant une sorte de méthode transversaliste qui traverse ces différences, fait que au fond il n'y a plus chez Deleuze quelque chose qui soit une analyse purement phénoménale et une pensée de la chose en soi. La chose en soi n'existe plus en tant qu'inconnaissable. Elle fait partie d'un mouvement qui est à la fois situé dans le phénomène et qui est situé aussi dans la chose en soi. La
référence à Spinoza, la position de l'être, le fait qu'il n'y a plus de la barrière, cette barrière de la conscience constituante qui interdit de voir la chose en soi, d'accéder à la chose en soi, le fait qu'il y a un passage permanent du domaine de la nature au domaine de la subjectivité fait que cette différence stricte dans le criticisme kantien n'apparaît plus. Donc nous reprenons alors autour de quelque chose d'encore plus simple, peut-être d'encore plus élémentaire. J'avais écrit quelque chose là-dessus, je crois que il serait plus simple que je le lise, quitte à le commenter. L'empirisme transcendantal chez Hans Sauvagnargues réfère le transcendantal de cette expression à Kant, alors que le transcendantalisme émersonien et de l'école d'Emerson découle au contraire de Fichte et de Schelling, qui ont posé quelque chose qui avait été récusé précisément par Kant dans son principe, c'est-à-dire une intuition transcendantale dans la discussion, dans la distinction que Kant établissait strictement entre l'intuition et le concept ou l'entendement. Deleuze, à mon sens, sans le dire explicitement, fait peu de cas également lui-même de cette distinction. Il passe transversalement ou par transition dans une sorte de continuité de l'un à l'autre. Surtout parce que du côté du concept, il l'élargit par des données d'ordre intuitif. Ce qui l'intéresse, c'est le dépassement de la subjectivité de la conscience, de l'analytique et de l'identité de celle-ci, ainsi que du concept, puisque on sait que pour Kant, l'unité des concepts est le jeu. Le jeu est l'unité du concept, c'est le concept même, mais dans son identité, alors que ce qui est à la base de la pensée deleuzienne, c'est au contraire affirmer la brisure du jeu, la dissolution du sujet, ou sa dispersion, et la non-identité du concept avec lui-même. Donc l'empirisme fait entrer dans son champ la rencontre de lignes, de séries qui sont non pas homogènes mais hétérogènes. Il repose sur ce qui est l'incompatible du point de vue analytique. Et il y a là, à la base, non explicité d'ailleurs aussi bien chez Hans Sauvagnargues à mon sens que chez Deleuze, quelque chose qui ressemble à la manière dont pour Kant procèdent les mathématiques qui débordent l'analytique du concept, le jugement analytique, c'est-à-dire et déductif des vérités nécessaires chez Leibniz, en utilisant le principe de contradiction pour affirmer un autre genre de vérités, qui sont des vérités qui se construisent dans l'intuition, des vérités événementielles, des vérités contingentes et principes de raison qui dépendent du principe de raison suffisante. L'ordre synthétique, par adjonction et accroissement dans l'expérience, mais un ordre synthétique a priori, donc, que l'on peut relier à des conditions qui sont précisément les conditions de l'a priori, les conditions transcendantales. Rien n'est que de très ancien et orthodoxe dans le synthétique a priori des mathématiques qui concerne l'expérience ordinaire qui se trouve au niveau
de l'analyse des objets identiques des séries homogènes. Mais il y a débordement lorsque l'expérience déborde cette identité et vise à la rencontre des non-identiques ou séries hétérogènes. Celle, par exemple, qui est donnée par Deleuze dans Différence et répétition, lorsqu'il cite Samuel Butler et le processus intuitif du grain de blé, où le productif qui est un processus concernant sa nutrition dans l'élément hétérogène de la terre, ou reproductif de l'œuf, qui, par aspiration, veut sa propre reproduction et auquel il attribue le désir. Il y a là un net débordement de l'ordre identitaire et logique de la nature, de ses séries, et, comme il le dit, de ses règnes. Or, ce débordement est très exactement ce qui va distinguer le transcendantal kantien du transcendantalisme romantique et émersonien, puisque en permanence, cette barrière stricte qu'il peut y avoir entre les choses naturelles ou les choses de la pensée, ou les choses de la nécessité mécanique et du déterminisme, ou le domaine du désir. Chez Deleuze, il se trouve dans la célèbre et mystérieuse proposition qui se trouve dans l'avant-propos de Différence et répétition. L'empirisme, c'est le mysticisme. L'empirisme, c'est le mysticisme du concept et son mathématisme. Formule également, qui est une formule appelée sinon canonique, une formule clé, mais en même temps très mystérieuse. L'empirisme, c'est le mysticisme du concept et son mathématique. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est une formule, je dois dire, qui est unique chez Deleuze, puisqu'il ne l'explicite pas particulièrement et se contente de la livrer à l'interprétation libre de ceux qui peuvent la lire. Les deux choses étant en général d'ailleurs antithétiques, puisque le mysticisme, c'est ce que l'on considère comme étant un état de la conscience plutôt se perdant dans les vagues, dans ce que Kant lui-même d'ailleurs appellerait les rêves de la métaphysique, ou les rêves de la transcendance, tandis que le mathématisme, c'est au contraire ce qui appartient à la précision et à l'exactitude. Nous sommes portés à un niveau de pensée où le débordement transgressif se transforme, au contraire, en principe logique de déduction. Cette logique de Plotin, de Butler, cette vie qui se trouve dans Vie et habitude de Butler, et qui repose sur quelque chose que Deleuze explicitement va relier à un principe qui est un principe utopique. En écrivant, il traite le concept, c'est l'empirisme, c'est-à-dire l'empirisme tel qu'il l'entend, l'empirisme transcendantal, justement, qui est ce mysticisme du concept. Et son mathématique, il traite le concept comme l'objet d'une rencontre, comme un ici et maintenant, ou plutôt comme un ervon. J'ai trouvé comment ça s'écrivait. Ervon, ça s'écrit ainsi, ou plutôt comme un ervon. Non, c'est pas ça. Ou plutôt comme un ervon, d'où sorte inépuisable
Alors les ici, parce qu'il découpe ce Vaughan qui est une sorte d'anagramme, en tirant de ce Vaughan le ir ou er ou ir et vo, et qui fait les ici et les maintenant, toujours sous nouveau, autrement distribués. C'est la formule de Deleuze lui-même. L'empirisme, c'est le mysticisme du concept et son mathématique, et son mathématisme. Il traite le concept comme l'objet d'une rencontre, comme un ici, maintenant, ou plutôt comme un ergon, ou d'où sortent inépuisables les ici et les maintenant. Et il continue, les concepts deviennent des choses ou réalités en soi. Donc la chose en soi, en quelque sorte, est intégrée, et la coupure radicale opérée par le criticisme kantien, en quelque sorte ignorée, de la même façon que dans le transcendantalisme romantique, à partir de cette extension de la signification du concept et de cette réalisation, si l'on peut employer ce mot, ou chosification, puisqu'il dit les concepts deviennent des choses, du concept. Avec une sorte de passage sous-entendu, très subtil, informulé explicitement, d'ailleurs toujours chez Deleuze, mais que l'on peut lire, je vous avais indiqué à un certain moment, et j'y reviens, qu'on peut le lire chez Jacobi, entre Spinoza et Kant. Il n'y a que l'empiriste, continue Deleuze, qui puisse dire les concepts sont des choses. Les concepts sont des choses internes, mais les choses à l'état libre et sauvage, au-delà des prédicats anthropologiques. Ce dont on peut trouver un exemple, une illustration dans Logique du sens, dans le chapitre ou série de Logique du sens qui s'appelle Les singularités nomades, pour expliquer ces prédicats anthropologiques. Qu'est-ce qu'ils veulent dire, ces prédicats anthropologiques? Cela veut dire que ils ne sont plus, les concepts ne sont plus reliés à quelque chose qui dépend de l'unité originaire de la perception, c'est-à-dire du jeu. Les concepts sont à l'état libre. À l'état libre, c'est ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il appelle également non sédentaire, ou nomade, ou non sédentarisé, comme dans les singularités nomades, et apparaissant non pas comme étant les produits ou les synthèses d'une subjectivité, mais comme se dessinant sur un plan d'immanence ou un champ d'immanence, mais dépourvu de sujet. On voit comment se construit le transcendantalisme, si l'on peut dire, de l'empirisme. L'empirisme deleuzien est un empirisme qui se détache du subjectif, qui se détache du sujet, et le transcendantalisme également se détache du jeu unifié qui produit la synthèse subjective, de sorte que les deux choses, c'est-à-dire ce qui dépasse une analytique du concept pour passer au contraire dans le champ d'un synthétique, se détache également se détache également du subjectif. Il y a un double détachement. L'empirisme se détache de cette liaison purement subjective qui le fait tributaire d'un sujet empirique, et le transcendantal se détache de la source constituante
qui est celle du sujet pur ou du sujet transcendantal. Les deux vont se rejoindre dans cet empirisme transcendantal. Il faut que j'apporte enfin des petites précisions relativement à cette notion de mathématisme chez Kant. Qu'est-ce que c'est que quelle est la situation de la mathématique chez Kant relativement à la connaissance rationnelle, puisque les mathématiques sont une connaissance rationnelle, mais une connaissance qui n'est pas analytique. Chez Kant, la connaissance rationnelle analytique est l'objet de la déduction philosophique. La philosophie est créatrice de concepts, elle analyse des concepts, elle tire des concepts, des connaissances, mais ces connaissances sont déduites. Tandis que pour les mathématiques, les concepts que rencontrent les mathématiques ne sont pas l'objet de déduction. Ce qu'elle en tire n'est jamais déduit. Quand on dit par exemple 7 plus 5 égale 12, ce sont les exemples privilégiés de Kant qu'il reprend en permanence dans la critique de la raison pure, ou quand on dit la somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits, ces deux déductions ne sont pas des déductions tirées du concept même. Ce sont des constructions de concepts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le 12, voilà ce que serait l'analytique. La déduction analytique serait de démontrer que 7 plus 5 égale 12 est une conséquence contenue dans l'analyse des deux concepts de 5 et de 7. Or, dit Kant, c'est totalement impossible de les démontrer. Il faut réaliser, il faut effectuer l'opération de numération qui conduit de 7 à 12, de 7 à 12, ou de 7 plus 5 égale 12, et cela, c'est une construction de concepts. De la même façon, on a beau analyser au sens de vouloir déduire du concept de triangle une figure qui est déterminée par 3 côtés ou qui est déterminée par 3 angles, et de quelque façon que l'on puisse la définir sera une figure dont on ne pourra jamais tirer l'égalité de sa somme à 180 degrés, c'est-à-dire 2 angles droits. Pour cela, il faut construire ce concept géométriquement, de façon, tout au moins dans la géométrie qu'utilise Kant, qui est peut-être que ensuite il y a eu dans tout le courant du XIXe siècle de perpétuels essais et de perpétuelles refontes de démonstrations mathématiques pour réduire précisément cette différence entre les jugements synthétiques et les jugements analytiques. Mais la théorie kantienne repose sur le fait que le passage de la notion ou concept de triangle à l'égalité de ces angles à 2 droits est une opération d'ordre constructive, donc d'ordre synthétique. Elle est a priori parce qu'elle se développe dans le cadre de l'intuition pure de l'espace. Elle est synthétique parce qu'elle apporte quelque chose qui n'est pas contenu analytiquement dans le concept. De sorte que je pense que lorsque Deleuze dit que l'empirisme est le mathématisme du concept, d'une certaine façon il se relie
s'il emploie le langage kantien, ici, il se relie à cette idée kantienne qu'il y a une opération synthétique qui est opérée relativement au concept. Il y a un synthétisme qui est constamment a posteriori. Il y a la réalité, par exemple, d'une couleur est quelque chose d'a posteriori. On peut construire a priori un triangle, on peut démontrer un triangle a priori dans l'existence de tout triangle existant, pourvu qu'on le fasse relativement à l'idée ou à la figure idée du triangle géométrique, qui est représenté par le triangle que je dessinerai au tableau et la démonstration que j'y ferai, mais l'on ne peut pas aller au-delà en donnant sa couleur, en donnant les matériaux, si l'on veut construire un triangle matériel dans lequel il pourra être construit. Tout cela se fait a posteriori. La matérialité, la qualité de la réalité ne peut être que l'objet d'une synthèse a posteriori. Seul dans la quantité s'opère la construction du concept mathématique. De toutes ces formules que Kant développe dans la critique de la raison pure, en particulier dans le chapitre qu'il appelle celui de la discipline de la raison pure. Dans la critique ça se trouve dans la fin de la critique, dans l'édition française de la critique, mais là, si je donne la page, la page ne correspond pas à toutes les pages, mais enfin c'est la page 493 de l'ancienne édition, qui était dans la traduction de Tremzek et Paco, qui était connue, mais il y a d'autres éditions qu'on pouvait être données. Quoi qu'il en soit, ça se trouve dans la partie qui s'appelle Discipline de la raison pure, de première division. La connaissance philosophique est rationnelle par concept, et la connaissance mathématique est une construction, et rationnelle par construction des concepts. Elle représente dans l'intuition qui lui correspond une intuition qui n'est pas empirique, mais alors il donne ici l'exemple justement du triangle, ou l'exemple qu'il donne l'exemple arithmétique de l'opération des grandeurs. Elle ne peut exister que mathématiquement, parce que seule la grandeur peut se construire dans l'intuition pure, tandis que les qualités ne peuvent se présenter que dans l'empirie. Or, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas d'adjonction. Synthétique signifie ajouter quelque chose à la connaissance. Donc, une connaissance qui ajoute quelque chose est une connaissance synthétique. Mais cette connaissance synthétique est par là même déterminée, et dans les mathématiques déterminée d'une façon a priori. Tandis que dans l'expérience, dans l'empirisme, dans l'expérience commune, elle est déterminée de façon a posteriori. Elle se présente de façon a posteriori. Donc les conditions de la synthèse a priori ne peuvent être données que dans les mathématiques, où il y a une construction dans l'intuition pure, spatiale et temporelle, tandis que dans l'expérience commune,
il y a toujours quelque chose qui est latente, la présentation indémontrable et indéterminée d'une réalité qui se présentera sous la forme de synthèse qualitative. Mais entre les deux, il y a toutefois quelque chose qui est une anticipation une anticipation de l'expérience, c'est-à-dire l'expérience se présente comme devant être comprise, comme devant être synthétisée dans sa construction, qui est une construction non pas conceptuelle, mais expérimentale. Donc, à la fois, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui est relativement à l'expérience, un débordement constant de ce qui serait la simple identité de l'unité conceptuelle telle qu'elle est opérée par un sujet. L'expérience est toujours quelque chose qui apparaît du côté du débordement. Or la théorie deleuzienne repose précisément là-dessus. C'est-à-dire, l'expérience se trouve, si l'on peut dire, liée à une opération transcendantale dans la mesure où elle déborde l'identité, la permanence et l'identité d'un sujet. C'est une expérience ultra-subjective, pré-subjective, si l'on peut dire, qui n'est même pas d'ailleurs, qui peut être l'expérience d'un individu, mais qui se constitue toujours d'une façon pré-individuelle, et c'est dans ce domaine de la pré-individualité, de la non-subjectivité, ou de la non-identité subjective, il faudrait mieux dire, parce qu'elle est subjective en partie, mais elle résiste à l'identité subjective, que se trouve l'apparition, la constitution de cet empirisme transcendantal. Donc il y a des éléments qui incontestablement sont empruntés à l'analyse kantienne qui débordent. Le mysticisme, que veut dire le mysticisme ici? Il ne signifie pas quelque chose qui serait à chercher du côté de la confusion des concepts ou des idées. Il veut dire quelque chose qui déborde l'unité subjective, l'identité subjective d'un individu. Qu'est-ce que c'est que le mystique? C'est quelqu'un qui sent son identité subjective pénétrée par quelque chose d'extérieur. Donc l'empirisme, tel qu'il le définit dans cet avant-propos de différence et répétition, où il va être question justement d'empirisme transcendantal, l'empirisme, c'est comme il le dit, c'est le mysticisme du concept. C'est le concept qui serait défini par l'identité du sujet je, pour Kant, reprenons cela, pour Kant, je, c'est l'unité originaire de la perception, c'est ce dont émane et à quoi renvoient tous les concepts. Mais s'il y a empirisme, c'est-à-dire accès à l'expérience qui est toujours synthétique, il y a un débordement du concept. Donc le concept est débordé, il pénètre. Et on peut fort bien dire à ce moment-là que cette pénétration est comparable au mysticisme du concept, mais à son mathématisme. Pourquoi? Parce que du côté du mathématisme, il y a également quelque chose qui ne répond pas à l'identité conceptuelle, à la déduction à l'intérieur du concept,
mais où il y a construction du concept dans une intuition, que Kant appelle une intuition pure, qui est celle de l'espace et du temps. C'est l'existence de l'espace, du temps pur, qui permettent de construire a priori dans les séries identiques, dans les séries quantitatives, je veux dire, non pas de construire a priori la diversité, la multiplicité du divers et de ses qualités, mais uniquement de la quantité. Il y a chez Deleuze, comme il y a chez les post-romantiques, comme il y a chez les romantiques, les post-kantiens, une extension de cette possibilité du mathématisme à également une synthèse, une sorte de synthèse a priori de la qualité. Et c'est pourquoi ici, mathématique et mathématisme et mystique se confondent presque. Je vous avais dit qu'ils se confondaient chez un mathématicien appelé Vronsky, que Deleuze cite d'ailleurs dans un chapitre consacré à ce problème de différence et répétition, que c'était également un problème qui avait été posé par un commentateur de Kant qui a voulu développer cet aperçu kantien de la synthèse a priori pour précisément ce qui est débordé, la synthèse quantitative pure des mathématiques, et pour y absorber le qualitatif qui était Salomon Maïmonde. Donc il y a dans les références deleuziennes quelque chose qui fait que l'empirisme et la synthèse qui lui est liée déborde le champ dans lequel Kant les a bornés, c'est-à-dire celui des mathématiques pures. C'est ainsi que j'interprète cette mystérieuse proposition de l'empirisme qui est à la fois mysticisme et mathématique, et la façon dont chez Deleuze, par suite de la rupture du sujet, par suite de l'anonymat d'un champ d'immanence ouvert à des singularités nomades, qui sont précisément ces concepts sauvages, à l'état libre des choses à l'état libre et sauvage, au-delà des prédicats anthropologiques. C'est là que l'on voit se justifier cette formulation de l'empirisme transcendantal. Jean-Henri Roger n'avait en réalité pas la prétention de le servir mieux devant que derrière la scène, qu'il fut un acteur opiniâtre et enjoué de sa transmission et de son illustration. Maître de conférence en cinéma, c'est ça, à Paris 8, auteur d'apparitions amicales chez Jean-Luc Godard, dans Éloge de l'amour. Hyperactif dans son grand nombre d'organisations professionnelles. Société des réalisateurs de films, agence du cinéma indépendant, peut-être c'est bien lui alors, donc à moins que ce ne soit pas celui que je connaisse, mais si quand même. Agence du cinéma indépendant pour sa diffusion, bureau de liaison des organisations dont fera d'ailleurs aussi partie Jean-Henri Roger, c'était lui. Entrant avec armes et bagages révolutionnaires dans la vie du couple formé par Jean-Luc Godard et Anne Waziemski.
Il collabore avec le cinéaste sur British Sound. Qui c'est qui a vu ce film? En Angleterre. Ah. Et Pravda, en Tchécoslovaquie, ça non plus, j'ai jamais vu de film de Godard appelé Pravda. Ce ne sont évidemment pas les films les plus connus de Jean-Luc Godard, et pour cause, d'ailleurs. Donc ils ne sont pas connus. C'est une commande de la télévision britannique en guise de portrait contemporain de la Grande-Bretagne. British Sound est aussitôt refusé par la télévision. Ah, c'est ça, donc ça n'a même pas joué. Quant à Pravda, il atteste de l'incompréhension profonde des jeunes révolutionnaires occidentaux et anti-révisionnistes envers la situation des pays du bloc soviétique. Il faut savoir ce que c'est. Engagé après le compagnonnage avec Godard dans le collectif militant Ciné-Lutte, là aussi, voilà des choses qui sont des corpuscules ou des groupuscules, plutôt, qui sont également des corpuscules, des groupuscules totalement inconnus. Ciné-Lutte. Si, c'était très connu, Ciné-Lutte. Ah, tu le connais, toi? Remarque, je dois dire, sans que tu es obligé, ça se fait pas. Et les autres, c'était, comme ça donnera rien, les autres, c'était British. British Sound. British Sound. C'est ça. Et l'autre, c'était Pravda. Qui, comme je vous le dis, a été le président du comité ou le directeur de l'UR des arts et cinéma. Amoureux de cinéma. Ne venez pas. Je ne sais pas. Et aujourd'hui, donc je vais faire. Tant pis, on continue, mais ça sera un petit peu ennuyeux de continuer, ça ne donne pas l'élan. C'est quelque chose. Crise cardiaque, la nuit du réveillon. Il était avec plus Godard. gros que ça, oui, c'est ça. Godard. Pourquoi tu montres ça? Bah parce que c'est un article du Monde. L'article du Monde. C'est lui qui a réalisé Neige avec Juliette Berthoud. Ah, qui c'est qui le connaissait bien? C'était Souzy. Souzy le connaissait. Qui est mort, réalisateur et acteur, mais il était surtout directeur du... il était maître de conférence à Paris. C'est ça, de l'UR. C'est le groupe Dziga Vertov.